Je me suis jamais dit, tu vois, quand t'as les premiers amours en 6e, quand t'aimes un mec, je me suis jamais dit, il m'aime pas à cause de ma main. Je me suis dit, il m'aime pas parce que j'ai des boutons, parce que j'ai des bagues, parce que je suis moche. Mais pas à cause de ma main. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. À 5 ans, on me traitait de sorcière. Aujourd'hui, je veux changer le regard des enfants sur les autres et sur eux-mêmes. Je suis née avec une agénésie de la main gauche. En d'autres termes, ma main ne s'est pas développée dans le ventre de ma mère. Et ne grandira jamais. Petite, j'ai eu la grande chance de grandir sans prêter attention au regard des autres, sans trop entendre les moqueries. Pourtant, à 5 ans, on me traitait de sorcière. À 20 ans, on me comparait au capitaine Crochet. Je ne vais pas vous mentir, ça m'a marqué. Puis, j'ai appris à rêver, à avancer, à croire. C'est ainsi que Céline Steyer se présente dans le cadre de la promotion de son livre Nouvelles héroïnes sorti aux éditions Larousse, un album jeunesse qui s'inspire du podcast du même nom lancé il y a 2 ans pour proposer aux enfants de nouveaux modèles pour trouver leur confiance en eux. Je la reçois aujourd'hui pour aborder un sujet rare, le handicap quand on devient maman. Une conversation positive et réjouissante dédiée à tous les parents porteurs de handicap et à tous ceux qui accueillent dans leur vie un enfant différent. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour Céline. Bonjour Marine. Merci d'être venue. Merci à toi de m'accueillir. On s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, en vacances, et tu m'as confié ton histoire, une belle histoire de petite fille, de femme et de mère. Et je voulais que tu nous la racontes et que tu commences par nous parler de ton enfance, de comment tu l'as vécue. Alors, comme je le disais, je suis née avec une agénésie de la main gauche. Donc en fait, dans le ventre de ma maman, un membre, donc ma main, ne s'est pas développé. Et je suis née au tout début des années 80. Et mes parents ne savaient pas, ils n'avaient pas d'échographie à l'époque. Et quand je suis née, ils ont découvert, c'était la surprise pour eux, ils ont découvert ma main. Évidemment, il y a tout de suite un petit peu ce stress. Est-ce que ma fille va pouvoir vivre normalement comme les autres enfants ? Donc, ils m'ont emmenée dans un hôpital à Paris faire des examens. Et le médecin leur a dit, écoutez, votre fille a ce qu'on appelle la pince. C'est-à-dire que ma main gauche peut tenir tout ce que tu as. Je peux tenir un micro, je peux conduire. Donc, ils ont dit, tant qu'elle a la pince, elle peut vivre tout à fait normalement. Et à partir de ce moment-là, donc moi, je suis l'aînée dans ma famille. J'ai grandi 5 ans en tant que petite fille unique et de manière mais complètement normale. Je coupais ma viande à l'âge de 4 ans, donc je coupais avec fourchette, couteau. J'ai fait du tennis, j'ai fait de l'optimiste. Donc l'optimiste, t'as le gouvernail à tenir, t'as ta voile. Enfin, t'as toujours besoin d'avoir l'usage de tes 2 mains, de tes 2 bras. Et même en fait, autour de moi, donc j'ai eu mon petit frère, il est né à 5 ans, quand j'avais 4 ans et demi, j'ai pas du tout senti de mes parents qui disaient faites attention, Céline, il faut l'attendre, il faut lui donner de l'aide, etc. Ils m'ont jamais demandé d'ailleurs, et moi j'ai jamais dit à mes parents papa, maman, aidez-moi. Tu vois, j'ai fait mes lacets, voilà. Et ce que je me souviens vraiment de façon très prononcée, et je me vois encore, j'ai encore la scène dans, tu vois, j'ai 40 ans et des paillettes, je vois encore la scène dans mon esprit. Je suis à un anniversaire pour fêter l'anniversaire de la sœur d'une copine. J'ai 5 ans et tout d'un coup, on m'appelle, Céline, viens dans la pièce. Et on me met au centre d'un groupe de filles. Elles avaient entre 8 et 12 ans, toutes. Et là, voilà, une dizaine de filles autour. Et elles me montrent du doigt, elles me disent « sorcière, sorcière, sorcière ». Et quand tu grandis dans les années 80, la seule représentation de la sorcière que tu as, c'est pas la sorcière bien-aimée ou les sœurs Halliwell, c'est la sorcière de Blanche-Neige, avec son nez crochu, qui fait peur, et vraiment qui fait peur, qui est horrible. Et moi, j'étais pas du tout dans cette configuration. Je me souviens juste d'avoir pleuré, d'avoir demandé ma maman. Ma maman est venue
et elle m'a fait un câlin. Mais après ça, c'est comme s'il y avait eu un blackout. Et j'ai pas jamais entendu d'autres moqueries dans la cour de récréation. Mes copines, et je leur ai posé la question justement récemment, mais comment vous viviez le fait que je sois née avec une main qui était différente, en fait, physiquement, pour vous représenter, ma main, elle n'a pas ses 5 doigts formés, en gros. Et en fait, elles m'ont dit, mais on n'a jamais fait attention. Tu faisais la corde à sauter, tu jouais au ballon. Alors, effectivement, tu montais pas à la corde aussi facilement que nous. Mais pour nous, c'était tout à fait normal. Et mes parents, ils m'ont jamais mis de côté par rapport aux autres enfants. J'ai pas eu un traitement de faveur. Et je leur remercie. Et comme mon frère est né, idem. Tu vois, il n'y a jamais eu le mot, par exemple, le mot handicap n'est jamais venu dans la bouche de mes parents. Il faisait pas partie de ta vie du tout. Du tout, mais c'était un non-sujet. Et même mon frère, j'ai vraiment pas souvenir qu'il ait dit ma sœur avec sa main crochue ou même mes copines. Alors, tu vois, j'étais plus critiquée sur ma frange à la Mafalda ou parce que j'avais des kilos en trop ou parce que j'avais une petite dent de vampire. Et même moi, quand je me regardais dans le miroir, je voyais pas ma main et je la cachais pas. Et tu avais conscience que c'était pas la même main que tes copines, mais ça ne générait aucune question, aucun problème pour toi. Mais en fait, je pense que je conscientisais même pas ça. Je me suis jamais dit, tu vois, quand t'as les premiers amours en 6e, quand t'aimes un mec, je me suis jamais dit, il m'aime pas à cause de ma main. Je me suis dit, il m'aime pas parce que j'ai des boutons, parce que j'ai des bagues, parce que je suis moche. Mais pas à cause de ma main. Vraiment, jamais, jamais, jamais. Et en vacances, tu vois, tu rencontres d'autres copains. Et il n'y a jamais eu on te met de côté ou on t'accepte pas à cause de ta main. Et donc même dans les cadres nouveaux. Exactement. Alors, tu vois, on était dans les années 80, 90. En plus, en termes de représentation à l'époque, le seul modèle que j'avais, c'était le frère d'Ophélie Winter, Michael Winter, qui est né aussi avec une agénésie. Mais sinon, il n'y avait pas d'autres représentations. Tu vois, on était dans les standards. On avait un peu moins d'images. Ouais, et puis c'était Kelly, Brenda, c'était les top modèles. Mais même quand je les voyais, je voyais pas ma main différente de la leur. Je voyais, je suis pas slim. Ouais, ça c'est sûr. C'est une sacrée réussite, ça, d'avoir réussi à complètement passer outre. Tu crois que c'est grâce à tes parents ? Est-ce que c'est ton attitude aussi qui a été inspirée de l'attitude de tes parents, qui a fait que pour les autres aussi, il n'y avait pas de sujet ? Alors, je pense que c'est les deux. Le fait que je sois née avec, il y a une adaptation, c'est-à-dire que tu grandis avec, et ce qu'on dit souvent, tu as la compensation, c'est-à-dire que tu vas, peut-être que j'avais plus de force à mettre dans ma main que les autres, ce qu'on appelle le système de compensation. Et mes parents, vu qu'ils faisaient pas de différence entre mon frère et moi, que j'ai vraiment fait des sports, tu vois, je faisais du vélo sans pédale, ils m'ont jamais dit, fais attention, tu vas tomber. Sans petit trou, tu veux dire ? Sans petit trou, voilà. Alors oui, j'ai peut-être souvenir qu'un camp UCPA, j'ai pas dévalé la montagne avec un VTT parce qu'effectivement, je peux pas freiner d'un côté. Donc c'est peut-être un peu dangereux. Mais sinon, j'étais vraiment pas pointée du doigt. Il n'y a pas eu d'autres moqueries. Et les moqueries, donc vraiment une enfance tout à fait joyeuse. Et les moqueries, ou en tout cas pas forcément les moqueries, mais les comparaisons, elles sont venues à l'âge adulte. D'accord. Elles sont venues dans le monde de l'entreprise. Donc après les études. Alors, pendant les études, moi j'ai fait une école de commerce. Pendant les études, on m'avait comparé au Capitaine Crochet, de façon assez, je pense, assez naïvement. On avait une soirée déguisée et puis une fille avait lancé à table, toi t'as pas besoin de te déguiser, t'es déjà en Capitaine Crochet. Tu vois, sur le coup, j'ai un peu rigolé, mais j'y pense encore aujourd'hui, ça fait 20 ans. Donc, ça m'a marqué. Non, le moment vraiment qui a été une prise de conscience pour moi a été dans le monde de l'entreprise. J'ai passé un entretien d'embauche dans une grande entreprise française. Et au bout d'une heure d'entretien, le recruteur me dit « Comment vivez-vous votre handicap ?» Et alors, moi, j'ai pas compris. Je suis restée bouche bée. J'ai dit « Mais de quel handicap vous parlez ? Là, je comprends pas. » Et en fait, il regarde, il me montre presque du doigt, votre main. Et en fait, je lui montre, je lui dis, mais c'est ma main. Et je suis sortie de là en colère, je l'ai traité de tous les noms. Et c'est là que j'ai pris conscience, et peut-être que comme j'avais pris conscience que ça pouvait être un problème pour les autres, que du coup ma main était un handicap, dans les termes que les gens utilisaient,
là, j'ai commencé à y faire attention. Et donc, j'avais 23 ans. Donc, 23 ans, les premières rencontres à Paris. En plus, moi, j'étais sur des applications de rencontres. Donc, sur une application de rencontre, tu mets ta photo, tu te mets pas forcément toute en pleine page, quoi, voilà. Et là, j'ai commencé à faire mes premiers dates. Et on me disait, écoute, tu sais couper ta viande, tu sais faire du vélo, tu sais porter un bébé. Et j'ai eu comme ça, petit à petit, alors je sais pas comment on appelle, des remarques. J'ai un de mes premiers petits copains qui, après 1 an et demi, me dit « Je t'aimais, mais la seule chose qui me dérangeait, c'était ta main ». Et lui, en fait, ça le gênait. Il était gêné quand on était dans la rue. Il disait, les gens te remarquent, te regardent. Je dis, oui, je suis peut-être jolie, tu vois. Et en fait, non, mais ils regardent ta main. J'ai compris, c'est ta main qui regarde. Donc, ça gênait les autres. Ou même d'autres, ils prévenaient leurs amis. Alors, faut pas faire de remarques parce que Céline, elle a une main qui est différente que de l'autre. Donc, faites attention. Et en fait, on m'a infantilisée à partir de ce moment-là. C'est-à-dire ? En fait, tu vois, prévenir quand tu as 20 ans, aller chez des gens et juste les appeler avant et dire faites attention, ne faites pas de remarques, c'est en fait considérer que je vis mal ma différence. Alors que moi j'étais... Donc c'est vraiment pour les autres que ça te pose une question, mais toi, pas du tout. Ouais, et peut-être qu'eux, ils avaient cette peur-là, peut-être qu'ils ont projeté leur peur d'être dans ma situation, qu'ils n'avaient pas envie de vivre ce que je vivais, alors que moi, je vivais très bien, tu vois, comme je te disais, c'était plus 1 kilo de trop qui me posait problème à l'époque que ma main, et j'en étais fière, et ma mère m'avait dit un jour, Céline, cette main, c'est une chance parce que c'est un radar à connards. Et j'avais trouvé ça, mais tellement vrai. Et effectivement. Mais à l'inverse, quand j'ai rencontré le père de mes futures filles, c'est moi qui lui avais dit, parce qu'on s'est rencontrés sur une app de rencontre, c'est moi qui lui avais dit, écoute, je te préviens, j'ai une main différente de... Donc en fait, tu vois, peut-être... T'as préféré le prévenir ? J'ai préféré le prévenir en lui disant, écoute, voilà. Et il me le redit toujours. Il me dit, mais pourquoi tu m'avais dit ça Pourquoi ? Donc assez intéressant. Et il y a eu cet épisode du recrutement, et il y a eu un autre épisode qui est venu avec ma première maternité. Donc ma première maternité, je suis enceinte, je me fais suivre dans une maternité à Paris, et puis tu passes généralement par les sages-femmes, et là on me dit, la gynécologue aimerait vous rencontrer. Ok, très bien. Et on me dit, écoutez, voilà, il faudrait que vous passiez des tests dans un institut dans le 14e pour savoir si vous êtes capable de changer une couche, de donner le bain à votre enfant, de le porter. Et en fait, quand elle me dit ça, j'ai jamais pensé une seule seconde que ma main pouvait être un frein dans ma maternité. À aucun moment. Et donc, j'ai passé ces tests. C'était pour vérifier quoi, que sinon on t'aurait donné une aide ou... En fait, c'est surtout une adaptation, tu vois, plutôt que d'avoir la baignoire par terre dans ta douche, la baignoire pliable, il faut que tu aies une baignoire adaptée à ta hauteur, que la table allongée, il faut qu'elle soit un peu aménagée. Ils te font essayer aussi des porte-bébés spéciaux. Et en fait, la fille qui faisait l'examen, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, au bout de 10 minutes, elle m'a dit « Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes là, madame. » Bon, écoutez, au revoir. Donc ça t'a servi à rien. En fait, ça m'a servi à rien, mais en fait, la gynécologue a continué. Et elle m'a dit « Maintenant, il faut que vous fassiez un test pour accoucher. » En fait, j'ai dû faire... Non, mais je ne savais pas qu'on accouchait avec les mains. Et donc, j'ai dû me mettre, je ne sais plus comment, dans le lit et mimer un accouchement et dit c'est bon. Quel rapport avec les mains ? Mais j'en sais rien, tu vois. C'est pas moi qui allais le sortir. Et même, je pense que si j'avais accouché dans la rue, j'étais obligée. Je pense que j'y serais arrivée. Bien sûr. Tu vois. T'as des réflexes. Voilà. Et ça m'a un peu travaillé quand même, parce que je me suis dit ma maternité, comment je vais gérer quand même. Et après, tu vois, j'ai pas pris le porte-bébé où tu fais 10 milliards de nœuds. Ça, je l'ai pas pris. J'en avais trouvé un génial. En 2 secondes, je portais Madeleine. Je l'ai porté avec le bras à gauche. Vraiment de la façon la plus normale, quoi. Tu parlais de ta maman tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà eu cette discussion justement pour lui demander mais comment t'as fait, maman, pour réussir à ne jamais en faire un sujet et à me donner cette arme de justement ce n'est pas
ce n'est pas un sujet, c'est pas une différence? Ou est-ce que pour elle aussi, est-ce que ça a été naturel et instinctif Alors, de réagir comme ça? je pense que maman, elle a vécu quelque chose un peu de différent, parce que le terme, ce que je disais, agénésie, le terme est venu seulement lors de la première écho avec ma fille, donc à plus de 38 ans. Ok. Parce qu'en fait, comme il n'y avait pas d'échographie, comme on ne connaissait pas la cause ni rien, une agénésie, en fait, c'est vraiment des accidents. Il y en a très peu par année. C'est comme s'il y avait des petits rasoirs qui venaient sectionner un membre. Et comme maman, à l'époque, était assistante dentaire, elle a toujours pensé que c'était de sa faute. Parce que dans un cabinet dentaire des années 80, fin années 70, t'avais les radios, ça pouvait être, tu vois, des radios. Donc en fait, elle a plutôt vécu avec cette culpabilité qu'elle ne montrait pas. Et quand je lui posais la question, mais maman, comment vous avez fait? Enfin, vous n'aviez pas des réflexions de part et d'autre? Elle me dit, ben non. Enfin, c'était pas un sujet. Et donc, elle était plutôt étonnée que ça en devienne un par la suite à l'âge ta adulte. vie d'adulte. Ouais, dans ma vie d'adulte. Et tu disais que c'est lors de l'échographie dans ta première grossesse qu'un médecin a prononcé ce mot. Bah, l'échographe a dit oui, parce qu'en fait, il faut quand même vérifier que c'est pas héréditaire. Enfin, tu vois, il faut quand même. Donc, elle dit à votre agénésie, je dis votre quoi? Et là, j'ai mis un mot sur ma main. Tu vois, en plus, ma main, c'est plus une agénésie qu'un autre terme, en fait. D'accord. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu n'as jamais eu à voir un médecin particulier pour savoir d'où ça venait, donc que ta mère a pu se dire que c'était à cause de l'exposition aux radios ou de autre chose, alors que ça avait un nom et tu n'as jamais mis de nom avant 38 ans. Exactement. Mais tu n'en avais pas besoin. Non, j'en avais vraiment pas besoin. Non, j'en avais vraiment pas besoin. Et quand je suis devenue maman, alors oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont venues à ce moment-là, du coup, quand ta fille est née? Alors, pas tout de suite quand elle est née, parce que j'arrivais très bien à la porter, il n'y avait pas de sujet. En plus, je l'allaitais, donc il fallait quand même que tu changes d'un sein à un autre, et ça se passait très, très, très bien. Les premières questions que je me suis posées, c'est en crèche, quand Madeleine était en crèche, en dernière section de crèche, parce que j'allais la chercher le soir. Et donc là, j'avais déjà accouché de ma deuxième fille, et je voyais les enfants venir autour de moi et montrer ou regarder fixement ma main. Et là, j'ai compris. Je me dis, bon, alors bien sûr, tu as toujours un petit peu ce sentiment, j'ai pas envie que mes filles elles aient honte de moi, parce que le monde de la crèche, de la maternelle, de l'école est cruel, que les autres enfants, s'ils ne connaissent pas, ils peuvent mettre des mots qui peuvent faire mal à mes filles. Donc, quand j'ai vu que les enfants se posaient des questions, donc il y en a qui disaient pourquoi ta maman elle a pas de main, elle est où ta main, et même que ce soit à la crèche ou sur la plage, qu'est-ce qu'elle a ta main? Je me suis dit bon, il va falloir que j'explique ce que c'est cette main, pourquoi elle est comme ça, et en fait à hauteur d'enfant, avec des mots d'enfant, tu leur dis voilà, c'est une main qui n'a pas grandi, en fait ça passe. Et en fait, ils ont l'explication. Et c'est assez magique. Alors, il y a des enfants, c'est drôle, qui ont donné un nom à cette main. Donc, je me souviens, j'avais ma petite nièce qui l'appelait la main crabe. J'avais la fille d'une amie qui l'a appelée très vite la main magique. Et alors, je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est la main magique. Et j'ai expliqué à mes filles, à Madeleine, parce que c'était elle qui, tout de suite, elle avait 3 ans, il fallait lui expliquer. Voilà, maman, elle est née avec une main qui n'a pas grandi dans le ventre de grand-maman. Mais tu sais, cette main, elle fait autant de choses que l'autre main. Cette main, elle est même magique, tu sais. Elle t'a porté, elle t'a mis au monde, elle t'a donné à manger, elle te fait des câlins, elle t'embrasse, elle t'aime, elle fait tout pareil. Et en fait, c'est le discours que je tiens, c'est l'histoire en tout cas que je raconte à ma fille ou à ma deuxième fille et que j'explique aux autres enfants. Donc quand tu utilises des mots d'enfant, que tu te mets à hauteur d'enfant, que tu les laisses pas dans cette ignorance, en fait, ça passe. Et c'est plus les parents qui vont tout d'un coup, je pense que c'est sur ma main, peut-être pas, mais qui vont cacher le regard sur une personne dans un fauteuil roulant ou qui vont détourner le regard de leur enfant. Et c'est plutôt les parents qui vont mettre ce mot de ce qu'ils veulent plutôt que les enfants. Ils sont peut-être moins dans la compréhension, ils sont plus dans le rejet, je trouve, ou le regard déplacé. Que les enfants. Parce que les enfants, ils sont dans l'innocence, donc en plus, ils vont poser des questions brutes et on ne peut pas leur en vouloir. Et il y a un livre qui est sorti qui s'appelle La main oiseau, qui est un papa qui raconte l'histoire de sa fille qui est née avec la même main que moi. Et donc, je l'ai acheté.
Et je l'ai lu aux filles. Elles adorent ce livre. Et je pense qu'un jour, j'aimerais aussi raconter moi mon histoire, tu vois, de la main magique peut-être, qui raconte d'autres histoires. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai décidé de le raconter et que même un enfant sur la plage ou au parc qui me regarde, qui se pose des questions, je vais aller le voir et je vais lui dire, ben voilà, tu regardes ma main, ben écoute, elle fait autant de choses que l'autre, elle a juste pas grandi. Et voilà. Et c'est réglé. Et c'est réglé, voilà. Et donc, moi, je me propose aussi, tu vois, dans la classe de mes filles, j'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez que je vienne expliquer ? Parce que c'est important d'expliquer. Et voilà, ils m'accueillent, j'explique. Une façon de protéger tes filles aussi ? Oui, peut-être, parce que, comme il y a cet événement quand j'étais petite où on m'a traitée de sorcière, j'ai pas envie que les autres enfants disent à mes filles, ta maman, c'est une sorcière. Et puis, comme tu dis, s'ils n'ont pas les mots pour décrire ça, qu'est-ce qu'ils vont inventer qui pourrait peut-être blesser tes filles ? Autant leur en donner. Voilà, autant leur donner que de trouver la représentation de Captain Crochet, Édouard Romain d'Argent. Enfin, tu vois, dans l'imaginaire, et souvent, c'est les méchants qui... à l'époque, il y avait aussi le pingouin dans Batman, tu vois. Et je veux pas que mes filles soient dans cette situation. Tu parlais de ta vie pro qui a commencé avec cet entretien, etc. Est-ce que tu as l'impression que ça a joué sur les choix que tu as faits ? J'ai l'impression que ça t'a quand même amené à l'activité que tu as aujourd'hui. Pas forcément par rapport à ma main. J'ai toujours... Alors moi, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai toujours été très créative, donc ça m'a pas empêchée. Et puis moi, j'ai commencé, c'était avant les réseaux sociaux. Après, c'était une remarque que j'ai eue systématiquement à chacun de mes entretiens. Et j'ai passé outre. J'ai toujours refusé d'être dans le quota handicapé. Chacune des entreprises a essayé de m'y mettre. Et j'ai refusé d'y rentrer parce que c'était pas quelque chose que j'incarnais. Il y avait d'autres personnes qui avaient des handicaps, qui étaient plus prononcés, qui avaient besoin peut-être de ce dispositif. Moi, c'était pas mon cas. Donc, je voulais pas qu'on me mette dans une case. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai lancé après le podcast, que voilà, on essaye toujours de mettre les gens dans des cases. Voilà, Céline et ton handicap. Et je voulais pas y être. Non, ça m'a pas gênée dans ma carrière. Mais ce que j'ai compris, c'est que, et peut-être que ça me nourrit aussi aujourd'hui dans cette indépendance et dans le fait d'être entrepreneuse, c'est que j'en avais plutôt marre de réaliser les rêves des autres. C'était plutôt ça. Donc, pas forcément lié à ma main, mais plus parce que, en entreprise, tu réalises le rêve de quelqu'un d'autre, et généralement, c'est celui d'un homme. Voilà. Alors, parle-nous de Nouvelles Héroïnes, le podcast. Comment il est né ? Il est né avec la maternité. Il est né pendant le confinement, un soir. Je ne sais pas si tu te souviens, mais les librairies étaient fermées. Madeleine, elle avait à peine 1 an. Madeleine, qui est mon aînée, qui a 5 ans aujourd'hui. Et en fait, dans la bibliothèque, j'avais pas de livre pour elle. J'avais pas envie de lire. J'avais peut-être un Trotro ou un Petit ours brun qu'on m'avait donné ou qu'on m'avait offert. J'avais pas envie de lire ça. Et donc, j'ai pris Les Culottés de Pénélope Bagieux, qui est en fait une BD qui raconte des histoires de femmes qui font ce qu'elles veulent. Et à ce moment-là, je lui ai lu La femme à barbe, donc Clémentine Delay, qui existait, qui est née à la fin du 19e siècle. Et en fait, en lui racontant, elle rigolait. Alors, je pense qu'elle rigolait parce que c'était sa maman, parce que les illustrations étaient drôles. Elle n'a pas compris. Je pense qu'elle n'a pas compris. Et moi, ça a vraiment été un déclic. Elle me dit, tiens, si Pénélope Bagieux, elle peut raconter ces histoires, moi aussi, je peux le faire. Et moi, j'ai envie de raconter d'autres histoires que ces histoires de femmes qui sont nées au 19e siècle. Parce qu'en plein confinement, en tant que parents, on était très stressés par le monde dans lequel allaient vivre nos enfants, allaient grandir nos enfants. J'avais envie de lui donner confiance. Autrement, de lui dire aussi, tu peux oser peut-être un peu plus que moi, j'ai fait. Parce que je suis quand même une génération où on nous a pas appris à oser, on nous a pas encouragé à rêver grand, etc. Et je suis retournée dans le salon et j'ai vu mon compagnon et je lui dis et si je racontais des histoires de femmes d'aujourd'hui ? Et comme on chantait à l'époque, on avait un groupe de musique, j'avais un micro, le micro était dans l'armoire, j'ai commencé à écrire et voilà. Alors, dans l'ordre chronologique, j'ai fait la première interview de femmes d'aujourd'hui la veille d'apprendre que j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc, au niveau timing, c'était pas cool, c'était pas top. Et j'ai lancé le premier épisode, la première histoire, la veille de mon accouchement. Et en fait, j'allais enregistrer la deuxième histoire. J'ai eu mes premières contractions. Donc voilà, c'était assez lié. Je trouve que mes filles, elles sont liées à ce projet. Parce que tu fais des interviews où tu cherches des sources
Et après, tu écris toi-même ces histoires. C'est pour ça que c'est assez accessible pour les petites filles. Enfin, à quel âge tu conseilles d'écouter ce podcast? Alors en fait, ça dépend vraiment des parents ou de la maman. C'est-à-dire que j'ai des mamans qui le font écouter à des filles de 5-6 ans. Tout dépend des histoires. Il y a des histoires qui peuvent être plus dures ou il y a des histoires plus courtes. L'histoire d'une footballeuse comme Wendy Renard, c'est plus facile à écouter que l'histoire de Simone Biles. Tu ne la fais pas forcément écouter à 5 ans. Mais en tout cas, ça dépend. Moi, idéalement, je trouve que c'est vraiment le 8-12. C'est 8 ans et les messages que je reçois, c'est des auditrices qui ont 10 ans. Donc oui, quand je connais la femme, je fais une interview quand elle est accessible. Louane, Taylor Swift, Angèle, je n'ai pas pu les interviewer. Et dans ces cas-là, bientôt. Et dans ces cas-là, en fait, je pars de sources de leurs interviews, de leurs podcasts, mais en tout cas de leurs propos, pour écrire leur histoire, un peu sous forme de conte. C'est ça qui rend la chose magique. Comment tu les choisis? Comment je les choisis? Alors ça, c'est toujours important pour moi. C'est qu'il y ait vraiment une pluralité de profils et que toutes les filles qui l'écoutent puissent y trouver un modèle qui lui ressemble. Tu as Solène Piret, qui est une championne du monde de para-escalade, qui est née avec un bras amputé, enfin agénésié. Tu as des jeunes femmes sourdes, tu as des jeunes femmes aveugles, tu as des performantes, des chanteuses, des artistes, des sportives. En fait, peu importe tes différences, tes origines, j'essaie vraiment d'avoir une pluralité pour que il y a autant des idoles que des personnes qu'elles n'auraient pas rencontrées dans le podcast. Le plus important, c'est qu'elles puissent s'identifier à ce qu'elles vont écouter. Après, là, je me rends compte, c'est surtout le message qui est véhiculé, l'histoire, donc les destins un peu extraordinaires où tu as cette jeune femme qui fait un AVC au Népal et qui aujourd'hui sourit à la vie et pleine d'énergie. Ça donne une niaque incroyable à la petite fille de 8 ans. Voilà. Mais tu as des parcours de vie qui sont assez bluffants, de résilience, de persévérance, et c'est ça que je veux porter aussi pour donner confiance en premier lieu. Alors c'était pour mes filles et à toutes leurs copines, quoi. Et c'est devenu ta nouvelle vie pro. Et donc, Exactement. Il y a eu un livre qui vient de sortir. Exactement. Alors, en fait, ça s'est fait... mon dernier job était dans une start-up tech qui n'a rien à voir du tout avec ce que je véhicule aujourd'hui. Et en fait, je me suis dit, Céline, tu as 40 ans. C'est le moment ou jamais. Tes filles, alors mes filles, elles avaient moins de 2 ans chacune. C'est pas forcément le meilleur moment pour se lancer. Mais je pense que la maternité nous donne cette force pour se lancer à ce moment-là. Et après, c'est un challenge parce que le podcast, c'est un média qui est difficilement monétisable, qu'on se le dise. Donc, il faut inventer plein de formes de diversification. Et donc, il y a 1 an, c'est Larousse Jeunesse qui est venue toquer à ma porte. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est la responsable, la directrice de Larousse Jeunesse, qui écoutait le podcast avec sa fille de 10 ans. Et son éditrice lui dit, écoute, moi j'aimerais bien faire un livre sur la confiance en soi, un peu en journal intime où il y a un mix d'exercices dev perso et des histoires. Et Sophie, la directrice de la Larousse Jeunesse, lui dit, écoute, ça existe déjà. Et elle regarde son téléphone et elle lui dit, ah oui, c'est le podcast Nouvelles Héroïnes. Et c'est comme ça que l'éditrice m'a contactée. Et moi, je lui ai répondu, je crois, dans la minute. Quand elle m'a envoyé ce message sur LinkedIn, j'ai dit évidemment, parce que j'avais, quand j'ai monté Nouvelles Héroïnes, c'est parti d'un livre. Donc, dans ma tête et même dans la stratégie 2024, je m'étais mis, il faut un livre Nouvelles Héroïnes parce que tu l'écoutes, mais la version papier, c'est autre chose. C'est ton livre de chevet, tu visualises, c'est différent en termes d'usage. C'est quoi pour toi ce qui est le plus précieux et j'ai envie de dire efficace pour donner confiance en soi à un enfant? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on veut toutes et tous insuffler à nos filles, à nos garçons aussi, avec le recul. Alors, moi, je pense on a une vraie responsabilité. C'est pas pour nous rajouter de la charge mentale, mais je pense que c'est notre responsabilité. Moi, par exemple, je pense que de leur dire aussi ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'elles me voient le faire. Tu vois, pour la soirée de lancement du livre, je les ai fait venir pour qu'elles voient leur maman sur scène avec un micro, en train devant, il y avait plus de 80 personnes, parler de son projet. Et je pense qu'il faut qu'elles aient ces images-là, qu'elles puissent se dire, maman, elle fait ci. Je pense, moi, ça m'a beaucoup manqué. Peut-être quand j'étais petite, j'avais l'image de mon père entrepreneur, mais j'avais pas celle de ma mère. Et en fait, de leur dire que tout est possible.
quels que soient tes obstacles, c'est hyper facile en fait à dire, mais quand tu écoutes les histoires que j'ai racontées, il y a quand même des tragédies, ça peut nous paraître insurmontable, mais celle qui fait un cours de surf et qui se prend la planche dans le cou et qui devient tétraplégique à 32 ans, tu te dis, elle va jamais revivre après ça. Mais en fait, si, elle a réinventé son quotidien. Donc elles te font du bien à toi aussi, ces histoires. Mais oui. En fait, elles me font tenir. Ouais, Mm. elles me portent. Et je me dis, si elles l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. Mm-hmm. Et quand tu regardes les histoires, il y a toujours eu il y a toujours cette puissance de l'effet miroir. Quand Sophie Anno, elle a 14 ans, elle regarde Claudie Aigneret aller dans l'espace et elle se dit, si elle va dans l'espace, moi, je peux le faire. Mm-hmm. Je peux aussi y aller. Et aujourd'hui, c'est la 2e astronaute après Claudie Aigneret à y aller. Donc, en fait, c'est montrer un champ des possibles et de dire qu'en fait, qu'il n'y a pas de limite. Et à nos filles, parce que j'ai pas de garçon, donc je me rends pas bien compte, mais à nos filles, c'est hyper important de déconstruire ces stéréotypes, de leur donner en fait tous ces nouveaux modèles pour les aider à être beaucoup plus confiantes en elles et à oser et se dire non mais moi je vais le faire. Et là je recevais récemment un message d'une jeune fille qui m'écrit sur Spotify, non mais tu as raison, je vais faire de mon rêve une réalité et je vais devenir cette championne olympique d'équitation et même plus, la plus jeune championne olympique d'équitation. Mais c'est tellement bien parce que c'est des choses qu'on va réaliser à 40 ans en disant mais en fait qu'est-ce que ça donnerait si j'essayais de réaliser mon rêve, mais si elles peuvent commencer plus tôt, c'est très bien. Voilà, et c'est franchement une responsabilité collective des parents, de l'école, de ce qu'on leur met en dessin animé, en podcast, en médias, c'est dans les livres. Si on entretient comme ça le champ des possibles, ça va être aussi beaucoup plus facile qu'elles. Parce que, tu vois, là, en librairie, elles ont tous les livres de Thomas Pesquet. Il faut qu'il y ait les livres de Sophie Anno. Et ça tombe bien parce qu'elle est dans Nouvelles Héroïnes. Très bien. Voilà. Donc ça s'appelle Nouvelles Héroïnes par Céline Steyer. C'est en podcast sur toutes les plateformes d'écoute et chez les éditions Larousse en librairie. Il y aura toutes les références dans la fiche du podcast. Merci beaucoup. On va publier aussi un article sur les Louvres sur le livre. Merci Marine. Merci à toi Céline. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louvres. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louvres et merci pour votre fidélité.